L'amnésie traumatique, je vais en reparler encore de cela. Ça peut frapper, par exemple, une femme qui a été violée et elle est tellement dans la douleur, elle n'est pas crue par son entourage ou par le policier qui l'audite. Je ne dis rien contre les policiers au passage, hein, mais ils ne sont pas forcément toujours formés à cela. Alors, eh bien, cette personne, cette femme, va rentrer dans l'amnésie traumatique. J'expliquerai dans quelques instants ce que c'est. Cela s'est produit pour moi. On a déménagé et de Rouen en 1961, on est passé au Mans, où il y avait des harcèlements, surtout en EPS. Surtout en EPS. Et voyez-vous, j'ai détesté le sport. J'ai détesté le sport jusqu'à l'âge de 30 ans, à cause de mes différents profs d'EPS. Parce qu'ils m'ont dégoûté du sport en me traitant de tous les noms. Mais oui, j'avais été violenté. J'avais été menacé de mort. Le résultat, c'est quoi? Une rigidité musculaire. On a peur de tout. Et on rate tout. Et je suis devenu un dyssynchronique. C'est-à-dire qu'entre mon cerveau et le geste que je faisais, il y avait un écart d'1 ou 2 secondes. J'ai oublié de vous dire que dans cette école, Jean-Baptiste de la Salle à Rouen, rue Saint-Gervais, après mes séances de torture et les menaces qui allaient avec, en classe, dans la classe de frère Jean, c'était une école de frères, je faisais dans ma culotte. À l'époque, on portait des culottes courtes. Je ne pouvais pas me retenir. J'avais en permanence, pendant des années, des coups de couteau que je ressentais dans le ventre. Des coups de couteau dans le ventre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. J'avais mal au ventre au point que j'étais plié en deux et j'aurais hurlé de toutes mes forces. Et du coup, mes sphincters se relâchaient et je faisais, comme on dit vulgairement, mes besoins dans ma culotte. Ma mère venait me chercher en 2 chevaux. Je rentrais dans la 2 chevaux. Elle sentait l'odeur. Et à l'époque, vous savez, on ne savait pas comment faire avec les enfants. Il n'y avait pas les livres de Françoise Dolto encore. J'en veux pas à ma maman. Elle me disait « Goret, cochon, t'as encore fait dans ta culotte ?» Et puis elle me nettoyait devant le lavabo, 31 place de la Cathédrale, à Rouen. Le logement existe encore. Pour mes 70 ans, j'ai pu retourner dans cet appartement au dernier étage du 31 place de la Cathédrale à Rouen. Je le dis pour mes amis rouennais. Les fenêtres sont restées en état, il n'y a pas eu de travaux. J'ai les photos de là où je vivais. Et du lavabo où ma mère me nettoyait, parce que ces grands, n'est-ce pas, avaient décidé de me tuer intérieurement pour survivre. Si un jour tu parles à quelqu'un de quoi que ce soit, on te tue définitivement et pour de bon, ainsi que tes parents. Vous imaginez un enfant de 7 ans, chers amis, 8 ans, à qui l'on fait cela? Je vais vous dire le résultat. On le tue intérieurement. Il n'a plus envie de vivre. Le résultat, parce que j'ai préparé tout ça, puisque je l'ai vécu, je peux en parler, je suis un témoin. Baisse des résultats scolaires, baisse définitive des résultats scolaires. L'école est un enfer, ça ne m'intéresse pas d'y aller. Arrêt du développement psychologique et de la maturation de l'enfant. Sentiment d'abandon. Maux de ventre, c'était mon cas, toute mon enfance. Cauchemar, toute mon enfance, toutes les nuits, je me réveillais en sueur, je rêvais qu'une boule de coton, un peu comme
Vous savez, une boule de neige, je rêvais qu'une boule en coton derrière moi me poursuivait, se chargeait de coton, devenait de plus en plus grosse, et moi je courais devant le plus vite possible pour pas être tué par cette espèce de boule de neige, on va dire, qui devenait un rouleau. Puis je me réveillais en sueur, dans la panique. Maux de tête, repli sur soi, on comprend pourquoi. Peur constante des autres, paranoïa, timidité excessive, diarrhée, insomnie, faiblesse du système immunitaire, je l'ai dit tout à l'heure, énurésie, j'ai fait pipi jusqu'à l'âge de 12 ans. Pipi au lit, ça s'appelle l'énurésie. Agressivité refoulée, violence, dureté, on m'a toujours dit que j'étais dur et que j'étais violent. Je ne savais pas pourquoi, j'étais comme ça. Maintenant je sais pourquoi et je suis devenu un agneau. Merci encore à mon accompagnatrice. Je ne dis pas son prénom ici pour la protection de son identité. Ça commence par un A. Merci ma chère accompagnatrice. Vous vous êtes occupé de moi avec tellement de bonté. Dans un esprit d'écoute, vous avez réparé ce que cet établissement lassalien a fait de moi dans cette cour de récréation. Ils vont peut-être me dire, ces personnes, mais c'était pas nous. Vous êtes responsables. Mes parents m'ont placé dans votre école Jean-Baptiste de Lassalle à Rouen. Ils m'ont placé dans cette école parce qu'ils en connaissaient le sérieux. Vous n'avez pas été sérieux. Vous n'avez pas surveillé les élèves. C'est votre faute si ma vie a été brisée. Je répète, je ne vous en veux pas. Et vous savez, j'ai attendu avant de tourner cette vidéo d'être dans la paix totale et de n'en vouloir à personne. Je ne cherche pas à vous nuire au travers de cette vidéo. Par contre, votre comportement envers moi a été immature, légèrement pervers. N'est-ce pas, monsieur le directeur, qui n'avait même pas daigné me répondre? Dureté, isolation sociale, peur du groupe, peur de l'école, haine contre les autorités et spécialement tous les services de surveillance. Lorsqu'on a vécu ce que j'ai vécu, on rentre dans la dépendance affective. Vous savez pourquoi? On cherche à se protéger. Et donc, on choisit un copain de classe sécurisant et on colle à lui. On ne le quitte jamais. En récré, en classe, on devient collant. Ben oui, pourquoi? Parce qu'on a peur, à nouveau, d'être harcelé par d'autres élèves. Dépendance affective, j'ai été dépendant affectif et beaucoup plus durant toute ma vie. Mécanisme de défense, bien sûr, c'est comme si on était armé jusqu'aux dents afin de prévenir des attaques d'autres. Dépression à répétition, j'en ai fait une bonne dizaine. J'ai marqué ici no future, no, je le prononce en français, no futur. Vous me comprendrez? Ben oui, je me disais, je mourrai à l'âge de 20 ans. Je mourrai à l'âge de 20 ans. Je ne croyais plus dans mon avenir, je n'avais plus d'estime de moi. Et je vais vous dire quelle était mon estime, chers amis. Je vais vous dire quelle était mon estime. Je suis digne d'être tué. Je mérite d'être tué. Et c'est ma valeur réelle. Je suis un déchet. Et alors, on oscille toute sa vie
entre des sentiments d'infériorité et on compense par des sentiments, par un complexe de supériorité. Infériorité, supériorité. On veut se prouver à soi-même que finalement, on n'est pas si bas que ça. On rentre dans l'orgueil, on domine les autres. Et c'est ainsi que dans un centre d'accueil que j'avais fondé moi-même et qui s'occupait de toxicomanes, j'ai pété les plombs. Pendant 1 an, 2 ans, je faisais des crises de folie, des crises de violence terribles. J'étais devenu un homme dangereux qui répercutait sur les autres l'agressivité que je n'avais pas pu rendre à mes agresseurs. Parce que quand tu es agressé et que tu peux rendre les coups, ton agressivité refoulée, elle sort. Et c'est bien. Mais quand tu ne peux pas rendre les coups et qu'on te dit si un jour tu parles de ce que tu viens de vivre à quelqu'un, on te tue pour de bon. Qu'est-ce que tu fais? Tu renfermes tout dans tes cellules et petit à petit dans ta vie inconsciente, ça n'a pas eu lieu. Ou après tout, c'est pas grave du tout, je m'en sortirai quand même. Allez, courage, sois un homme. Mais oui, mais ça fonctionne pas comme ça parce que nos cellules s'ouvrent et emmagasinent des émotions, emmagasinent des renseignements qui vont ensuite influencer votre vie future. Je suis digne d'être tué, c'est ma valeur réelle, je suis un déchet. S'ensuivent des sentiments de honte, de culpabilité toute la vie. On a perdu confiance en soi, on rate tout. On renonce à demander de l'aide, à quoi bon? De toute manière, les autres sont là pour me tuer. À quoi ça servirait que je demande de l'aide? On va pas me croire. On a des envies de suicide en permanence. On rentre dans l'addiction. Je vous ai parlé de l'alcool en ce qui me concerne. J'ai dû être traité. Enfin, on évolue complètement vers l'autodestruction. L'autodestruction de sa propre vie. Le poignard qu'on n'a pas réussi à m'enfoncer dans le ventre pendant 2 ans à Jean-Baptiste de La Salle à Rouen, je me le suis retourné contre moi-même. On se venge sur la société qui n'a pas été capable de nous sécuriser, de nous protéger des violents. Et on devient violent soi-même. Ben oui, parce que le psychisme enregistre quoi? Ben, être violent, c'est normal. C'est comme ça qu'on se défend. Et petit à petit, le psychisme considère que la violence, c'est normal. Vous trouverez ainsi beaucoup de racailles, beaucoup de marginaux à l'heure actuelle pour qui les actes de violence sont normaux, sont devenus la normalité. Et je m'adresse aux parents là maintenant, et je m'adresse aux éducateurs. Si vous voulez qu'il y ait moins de monde en prison, éduquez vos jeunes. Montrez-leur les saines valeurs, le bien, le beau, le pur, la paix, la bonté, la gentillesse, l'esprit de service, l'esprit de renoncement. Montrez tout ça à vos jeunes. Les prisons se videront. Je précise que je suis un ancien aumônier de prison et que j'ai fait de la prison moi-même à cause d'actes violents. Je suis passé d'un côté des barreaux à l'autre côté des barreaux pendant quelques mois. En général, tous ceux qui font ça, les policiers qui sont incarcérés, les juges, ça leur arrive jamais. Pourquoi? Je vous laisse y réfléchir. Les gendarmes, les surveillants de prison qui sont chopés parce qu'ils sont pédophiles, et j'en ai rencontré, en général, ils se pendent dans leur cellule. Ils ne supportent pas.
de passer de l'autre côté. Vous me comprenez? Alors moi, j'ai dû supporter ça. Et si je fais cette vidéo, c'est pour prévenir plutôt que guérir. Bien sûr que je n'en veux à personne. Bien sûr que je n'en veux pas à l'éducation nationale. Nous sommes des humains. Et dans le monde des humains, les relations sont difficiles. Je le sais, j'ai l'expérience. Moi qui me suis occupé toute ma vie de paumés, de sortants de prison et de jeunes en grande difficulté. Je le sais que la vie est difficile. Cette vidéo n'a pas pour but d'incriminer quiconque, y compris l'établissement dans lequel je suis rentré. J'étais un agneau et je suis ressorti, j'étais un fauve. Voyez, j'ai fait un instant de silence. On va me dire, mais personne n'a rien vu, c'est pas de notre faute. Comportement immature. On se venge sur les autorités. On devient violent soi-même. Et l'agressivité qui a été refoulée et qui n'est pas ressortie fait qu'on devient une cocotte minute, un danger public. Et au moindre truc, quand on te marche sur le pied, quand on te fait une remarque, tu es susceptible et tu exploses. Et tu es violent. Et tu ne sais même pas pourquoi. Puisque l'amnésie traumatique a fait son œuvre et tu ne te souviens plus de ce que tu as vécu quand tu étais enfant. On en veut au monde entier. On préfère mourir. Chaque individu est un ennemi potentiel, il faut le fuir. On devient asocial et un individu peu fréquentable. Vivre est un enfer, chers amis. Vivre est un enfer, on ne vit plus, on survit. Et personnellement, j'ai demandé la mort à l'âge de 16 ans. Je vais peut-être vous le raconter brièvement. J'étais à la gare de Fresnay en location avec mes parents. J'étais tellement mal dans ma peau. Je me sentais tellement seul et malheureux que j'ai fait une fugue d'une journée. Je suis monté, ceux qui connaissent la gare de Fresnay, c'est dans le sud, c'est dans le Var, je crois. Ceux qui connaissent la gare de Fresnay, vous verrez que sur une colline, autour de la gare de Fresnay, il y a une immense croix en métal qui avait été montée dans les années 1900. C'était le curé. Là, on est en plein Pépone, Fernandel, vous savez là. C'était le curé qui combattait le maire communiste de l'époque, qui voulait, bien sûr, éteindre toute religion dans le pays, dans le village, et ils étaient en désaccord total. Alors le prêtre excédé a fait construire une croix de je ne sais plus combien, 10 mètres de haut, très lourde. Et il s'est dit, voilà, le maire communiste, comme ça, il sera obligé de contempler la croix toute sa vie. Voilà ma vengeance. Eh bien, chers amis, j'ai fait une fugue. J'ai pas emmené à manger, j'avais pas d'eau. Il faisait une chaleur à crever, 35 degrés. Je suis monté en haut de cette montagne, certains la connaissent, je ne sais plus son nom. Et je voulais me jeter au bas de la colline. Je pleurais à chaudes larmes. J'avais plus du tout envie de vivre. J'allais faire une tentative de suicide et je serais mort. Et je serais mort. Et au lieu de cela, voyez, c'est comme si un ange m'avait gardé, et je le pense encore à l'heure actuelle, puisque je suis devenu pasteur protestant, j'ai la foi. Eh bien, au lieu de ça, je suis tombé à genoux, je ne sais pas comment. Je suis tombé à genoux au pied de cette croix immense, très lourde, avec un socle en béton énorme. J'ai pris un caillou
et j'ai gravé, cette croix était peinte bien sûr, j'ai gravé sur cette croix, à toi Jésus pour la vie. Bim. Certains parmi vous me comprendront. J'espère que parmi vous qui m'écoutez, il n'y a pas de gens christianophobes ou qui vont me cracher dessus suite au fait que j'ai la foi. J'aimerais vous dire que c'est ça qui m'a porté toute ma vie. Et que si je ne suis pas mort et que je parle derrière cette caméra aujourd'hui, c'est parce que Dieu m'a protégé de la mort. Je ne vais pas parler davantage de cela, ce n'est pas mon but. Je parle sur le harcèlement scolaire et les dangers gravissimes des abus sur les enfants et sur les scolaires. J'ai donc demandé la mort, je la demandais à Dieu. J'ai fait une dizaine de dépressions graves. Et le pire, c'est que la première, qui était à l'école hôtelière, je ne savais pas ce que c'était que la dépression. J'ai cru que je devenais fou, chers amis. J'ai cru que je devenais fou. Et croyez-moi, je vous ne souhaite pas de le vivre, cela. J'ai donc dit à personne ce qui se passait dans mon cerveau. Pour moi, je n'étais pas malade, je devenais fou. Et oui, c'est grâce aux deux grands dans la cour de récréation de Jean-Baptiste de La Salle. Par la suite, j'ai eu des difficultés professionnelles, relationnelles. J'ai eu des difficultés amoureuses. Je me haïssais et je haïssais mon corps puisque je savais que j'étais digne d'être tué. Je me disais, mais ils auraient dû le faire finalement. Ça m'aurait libéré. Voyez, amis éducateurs, si vous ne défendez pas les élèves de votre école qui se font taper dessus, harceler, ils se font voler leur portable, si vous ne réagissez pas, chers amis, voyez ce qui peut arriver à certains de vos élèves? Je vous en parle, mais avec bonté, en vous comprenant, parce que vous, les éducateurs, vous, les professeurs, vous avez peur de certains élèves. Peur de certains élèves parce qu'ils vont dégoter votre adresse personnelle, ils vont peut-être s'en prendre à votre enfant, à votre voiture, à votre domicile. Et certains professeurs se font tuer. Certains adolescents se font tuer par d'autres ados parce qu'ils lui volent le portable, le jeune résiste, tchac, coup de poignard. Et il meurt. J'ai mal quand je vous parle de ça. J'ai mal au ventre. Et amis parents qui avaient perdu un enfant à cause de cela, j'aimerais vous dire toute ma compassion d'être humain. J'aimerais vous dire combien c'est injuste et combien je comprends votre peine. C'est terrible de passer par là. L'enfance, c'est la prolongation de nous-mêmes. Quand on tue ton enfant, on te tue toi-même. J'aimerais vous dire que je suis en deuil par rapport à vous, je veux dire, par rapport à ce qui vous est arrivé. J'aimerais vous dire toute ma sympathie et combien je vous comprends parce que je suis une ancienne victime de ces pervers narcissiques, destructeurs, qui devraient être mis à l'heure actuelle en hôpital psychiatrique ou en prison. L'amnésie traumatique, je vous ai dit que j'allais donc vous en parler. Qu'est-ce que c'est cette amnésie traumatique qui peut frapper certaines personnes qui ont vécu des traumas très violents dans leur vie et surtout dans leur enfance? Quelqu'un qui ne se souvient plus de son enfance, c'est quelqu'un qui a vécu
des événements très douloureux dans son enfance. Vous le saviez? J'ai cette chance de me souvenir de mon enfance qui a été partiellement heureuse d'un côté et partiellement détruite de l'autre côté. L'amnésie traumatique. Eh bien, notre organisme est ainsi fait, notre cerveau est ainsi fait, qu'il a un système de protection contre la douleur et il est capable, pour ne plus souffrir, de reléguer dans une autre partie du cerveau les éléments, les renseignements qui concernent le trauma, la blessure initiale. Dans mon cas, les tentatives de meurtre répétées sur ma personne. On parle même d'amnésie dissociative. Qu'est-ce que c'est? Je me détache de moi. J'ai deux identités. Il y a deux personnes en moi. Rien à voir avec la schizophrénie. Amnésie dissociative. Je me détache de moi. J'ai deux identités. Le très gentil et le très violent, le très méchant. Il s'agit d'une hémorragie psychique, l'amnésie traumatique, qui annihile notre volonté. La personne est comme perdue, elle ne se reconnaît plus, elle devient amnésique sur certains traumas qui se sont déroulés dans sa vie. Ça a été mon cas. Et bien sûr que j'ai bénéficié d'entretiens de la part de psychothérapeutes lorsque j'avais 30 ans, mais je n'ai pratiquement jamais parlé de ce que j'avais subi à l'école Jean-Baptiste de la Salle, rue Saint-Gervais à Rouen, parce que pour moi l'affaire était classée. Et oui, elle était classée dans mon cerveau, dans ma vie inconsciente. Vous le savez, notre vie inconsciente, elle vit. La preuve, c'est que la nuit, elle s'exprime. Elle s'exprime au travers du rêve, du songe, de cauchemars. Tout était emmagasiné dans ma vie inconsciente. J'étais victime d'une amnésie dissociative. Je cachais ce qui m'était arrivé. J'avais honte. Honte de ne pas m'être défendu. Comment est-ce qu'on peut le faire à l'âge de 7 ans? Honte de ne pas avoir réagi. Honte de ne pas avoir prévenu mes parents. Honte de ne pas avoir prévenu les éducateurs de l'époque. Mais voyez-vous, quand ils m'ont dit « si tu parles à qui que ce soit de cela, on te tue pour de bon ». Excusez-moi, je ne sais pas si j'ai un rouleau de scotch ici. Oui, j'en ai un. Voyez. Alors quand tu reçois ce genre de menace, tu te tais à vie. À vie. Et ce n'est qu'à l'âge de 68 ans que tous les souvenirs me sont remontés. Et là, j'ai parlé. J'ai parlé. Je ne savais pas qui j'étais à cause de cette amnésie. Et je suis rentré dans la dissociation. C'est pour ça que j'ai parlé de l'amnésie dissociative. C'est-à-dire dans un dédoublement de personnalité, je le rappelle à nouveau, rien à voir avec la schizophrénie. Je me suis réfugié dans un monde irréel, un monde de rêve, une planète de rêve où tout va bien, tout est bien, on n'est pas menacé, on est heureux. C'est le nirvana total. Je me suis réfugié dans le rêve et dans la musique. Si vous interrogez mon frère et ma sœur, ils vous diront que dans ma chambre, il y avait des haut-parleurs qui rugissaient, qui mugissaient à fond toute la journée. Et je me souviens d'avoir entendu des coups dans les murs. « Et tu vas bientôt te taire avec cette musique ?» Ben oui, j'écoutais Salvatore Adamo, mon ami Salvatore, que j'ai pu rencontrer et remercier pour lui dire qu'il a illuminé mon enfance avec ses chansons de paix, Inch'Allah, etc.
Vous permettez, monsieur? Cet homme, sans le savoir, et je lui ai dit en personne, cet homme a participé à mon relèvement. Un homme sympathique, gentil, ouvert, que j'ai pris comme modèle. Avant de prendre Dieu comme modèle, bah oui, j'en voulais à Dieu. Vous savez pourquoi j'en voulais à Dieu? Parce que je me disais, mais pourquoi t'as laissé faire ça, si tu existes? Pourquoi t'as laissé faire ça? Pourquoi ma vie a-t-elle été saccagée, tuée, saucissonnée en 1000 morceaux? J'étais un révolté. Il fallait pas me parler de la religion chrétienne jusqu'à l'âge de 20 ans, où là, Dieu a pris un chemin détourné pour se révéler dans ma vie. Et bien sûr qu'il n'était pas dans cette éducation lassalienne, austère, dure. J'allais dire, dans mes mots à moi, et qu'on me pardonne, je n'attaque personne, criminel, à cause du service de surveillance qui n'était pas là. Chers amis qui surveillaient les classes, surveillez-les. Ouvrez les sacs. Surveillez votre école. Tout se joue à l'école. Et plus tard, si vous avez fait correctement votre travail, au lieu de jeunes qui sont devenus des petits démons, vous aurez affaire à des adultes matures qui seront des petits anges. Ah, je suis un peu extrémiste là, mais c'est un petit peu ça. Refuge dans l'irréel, dans le rêve et la musique, j'étais tout le temps absent. Tout le temps absent. Tout le temps absent. Refuge dans les films de guerre et de violence. Ben oui, pourquoi? Ben là, je trouvais ma valeur. Ma valeur, c'est qu'on exerce des actes de violence contre moi parce que je suis un imbécile, je suis un taré, je suis un fou. Je mériterais d'être supprimé de la surface de la Terre. Et je vous garantis qu'à l'âge de 12 ans, j'étais convaincu que je mourrais à l'âge de 20 ans. Je me suis dit, je ne supporterai pas, je ne pourrais pas vivre une vie d'adulte, c'est pas possible. Voyez les conséquences gravissimes du harcèlement scolaire et des abus sur les jeunes et sur les enfants. C'est terrible. Mon bac n'était pas terminé. J'ai vécu 2 abus sexuels consécutifs dans 2 colonies de vacances chrétiennes catholiques pendant mon adolescence. Et j'ai mis ici leur nom. Notre-Dame de Persaigne, dans la Sarthe. Eh bien oui, les douches n'étaient pas surveillées. Alors ils faisaient rentrer les grands, d'abord, pour prendre leur douche. Il y avait 15 cabines de douche, pas de rideau de douche. Alors, les grands, ils prenaient leur douche, sauf qu'il y a un petit malin qui avait 15-16 ans qui est resté. Pas de surveillance. Et nous, les petits, 12 ans, on est arrivés pour se doucher. Et là, j'ai été abusé sexuellement. Dans une autre colonie de vacances, j'ai été abusé aussi et je vous passe les détails. Ça a été réglé lors de ma psychothérapie. Une psychothérapie qui a duré 4 années, tellement j'étais touché, détruit, démoli par le harcèlement scolaire. C'est lors de cette psychothérapie que les souvenirs me remontent, je sors de l'amnésie et du rejet, et je me restaure, chers amis, et je veux terminer sur une note d'espoir. J'en ressors à 70 ans, restauré et guéri en grande partie. C'est un miracle.
la plupart seraient morts. La plupart. Je ne vous ai pas dit également que les individus comme moi qui ont subi ce genre de traumatisme, de menaces de mort constantes à l'école, en général, lorsqu'ils sont adolescents et jeunes, ce sont des individus à risque qui ne se protègent pas sexuellement parlant. Vous m'avez compris? Voilà. C'est-à-dire qu'ils bravent la mort. Pendant toute leur vie, ils bravent la mort. Ils n'ont pas peur de la mort. Je termine en disant que j'ai ici la lettre de la tutelle lassalienne. J'ai promis au frère, au monsieur, puisque c'est un laïc, qui, d'une manière si gentille, il était plein d'empathie, il m'a écouté, on a fait une visio, il m'a écouté pendant 1 heure. Il m'a dit, mais c'est horrible, parce que moi je suis fils d'agriculteur, ou du moins dans ma famille il y a des agriculteurs, et je sais qu'on tuait les lapins comme ça autrefois. Je l'ai vu de mes propres yeux. Eh bien, j'aimerais vous remercier, vous, monsieur l'adjoint. Je ne vais pas citer votre nom. Je donne les initiales de votre prénom, JM. JM. Je me permets de te tutoyer et de t'encourager. Tu es un ancien directeur d'école. Tu m'as impacté, tu m'as fait tellement de bien. Bravo. Merci de tout cœur. Peut-être tu n'as pas compris mon revirement. Et pourquoi je fais cette vidéo? Alors que la lettre que tu m'as adressée était, c'est vrai, assez gentille, mais elle était maladroite et je ne t'en accuse pas. C'est comme si tu disais à une femme qui a été violée, « Oh !» Une jeune fille, hein, dans l'école, elle a été violée par un garçon de l'école. « Oh, jeune fille, nous vous adressons nos très sincères regrets. Et nous aimerions vous dire que la sexualité est belle et que dans notre institution, nous avons mis un terme à tout cela. Il n'y aura plus jamais cela. » La lettre était maladroite. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de demande de pardon officielle. L'institution, digne de ce nom, lassalienne. Une fille de l'œuvre de Jean-Baptiste de Lassalle aurait dû demander pardon. Mais vous me dites simplement, nous regrettons. Nous vous adressons nos très sincères regrets. Je demandais un acte de réparation. Je demandais un acte de réparation, et l'acte de réparation, c'est quoi? C'est participer au relèvement de la victime, c'est participer à sa réparation, c'est dire, bon, allez, combien ça vous a coûté tout ça, le psychothérapeute, etc. Nous, institution, on a failli dans le système de surveillance. On ne voulait pas ça pour vous. On a failli, c'est d'autant plus grave qu'on est une institution chrétienne. On veut participer à votre réparation. Oui, j'ai reçu cette lettre, qui pour moi est totalement insuffisante, et qui me dit que les adultes sont aujourd'hui mieux formés pour lutter contre le harcèlement. Alors c'est vrai que la lettre émane du cœur. Oui, je l'ai senti. Je l'ai senti. C'est vrai que cette lettre est, responsable, hein? La violence que vous avez subie vous a marqué à vie. Et
Je suis en train de lire, là, excusez-moi. Les adultes n'ont rien vu, rien décelé, ils ne vous ont pas protégé. Oui, d'accord. Il fallait aller plus loin. Je suis désolé. Si moi, dans ma maison, j'ai un de mes ados, et j'ai 6 enfants, j'ai un de mes ados qui agresse au couteau son copain dans mes murs, dans ma maison, et que suite à cela, ce copain de mon ado devient toxicomane, fait des tentatives de suicide, a une vie pourrie, rate la plupart des choses dans sa vie, je me sens investi du devoir de réparer non seulement dans des paroles et dans des écrits, mais dans des gestes pratiques. Ceci vous donnera peut-être une meilleure compréhension de ma réponse que peut-être vous avez trouvé dure. Mais enfin, une personne violée, moi j'ai été plus que violé. Violé, violence, hein, tentative de meurtre. La tentative de meurtre est plus grave qu'une tentative de viol. Ça mérite la cour d'assises, ce qu'ils m'ont fait. Je suis désolé, mais la justice, lorsqu'elle agit et qu'il y a de tels cas, eh bien, elle punit l'institution ou les adultes qui n'ont pas fait leur travail. Et il y a des dommages et intérêts. Bravo à l'Académie de Normandie. Je peux citer son nom, Madame Valérie Cabuil, rectrice de la région académique Normandie, chancelière des universités. J'ai ici votre lettre, là encore je ne vais pas la lire. Vous avez su répondre à ma demande et me dire que les procureurs de la République territorialement compétents seront saisis de mon signalement et que vous restez à ma disposition. Cette lettre, par contre, a été un vrai baume sur mon cœur parce que vous dites aussi qu'il m'en a fallu du courage pour signaler ces faits. Je tiens tout d'abord à vous remercier pour la confiance que vous témoignez à l'institution en nous livrant ce témoignage accablant. Je mesure le courage qu'il vous a fallu pour évoquer ces événements et je souhaite vous assurer de toute mon attention et de la mobilisation de mes services. Bravo à l'Académie qui, elle, a mesuré l'ampleur de ce qui s'est passé dans ma vie. Je termine. Quid? C'est du latin. Je suis fils de prof, fils et petit-fils de prof de latin. J'aimerais tellement que le latin reste à l'école. Ben oui, parce qu'on fait moins de fautes d'orthographe quand on écrit en français, puisque la plupart de nos racines dans la langue française viennent du latin et du grec. Quid? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Ben, il y a une responsabilité par rapport à un enfant de 7-8 ans qui a été confié à l'institution Jean-Baptiste de la Salle, rue Saint-Gervais à Rouen. Il y a une responsabilité des éducateurs. Il y a eu un défaut de surveillance flagrant, une ambiance malsaine, des violences, des vols, des menaces. J'ai été ligoté, pendu par les pieds. On a menacé d'arracher mes yeux, un à un. On a mis un bol sous ma tête pour recueillir mon sang. Vous ne pensez pas qu'il y a de quoi faire dans son froc et avoir un avenir qui est assimilable à un enfer? Il y a une responsabilité pénale du personnel d'éducation. L'élève doit être, et ça je l'ai lu, ne me dites pas que c'est faux, l'élève doit être protégé des autres élèves, car il y a alors, en cas de harcèlement, atteinte à l'intégrité de la personne qui, je le rappelle, est démunie. Elle est démunie
elle est faible, elle est fragile, surtout à l'âge de 7 ans. Un numéro, chers amis, vous avez été victime de quoi que ce soit? Le ministère de la Justice a installé cette ligne 116 006. L'appel et le service sont gratuits. Si vous avez subi quoi que ce soit et que vous êtes victime de quoi que ce soit, vous pouvez les appeler, expliquer ce qui se passe dans votre vie. Il y a 130 associations relais France Victimes sur le territoire national qui pourront vous accueillir. Enfin, il y a une adresse mail ici, victime@116 006, sans espace ici, je précise, .fr. Vous pouvez envoyer un mail. Le service est disponible 24 heures sur 24. Non, je me trompe. 7 jours sur 7. 365 jours par an. Mais la nuit, je pense qu'ils font comme moi, ils dorment. Si vous désirez lire mon témoignage écrit sur cette affaire, j'ai mal écrit là, tant pis. Vous tapez le nom de mon site personnel, Philippe, le tiret au milieu, pas en bas, auzenet.com, et vous arrivez à la une sur l'explication de toute mon affaire. Je termine en disant merci à quelqu'un qui m'a beaucoup aidé depuis l'âge de 20 ans et à qui je dois la vie. Cette personne, je désire l'honorer. Je vous ai dit que je suis pasteur protestant à vie. J'ai cette année 73 ans. J'aimerais remercier ici quelqu'un qui a beaucoup plus souffert que moi. Je ne prononce pas son nom. Je vous laisse regarder et vous comprenez. Je le remercie. Il a souffert des millions de fois davantage que moi. Il s'est occupé de moi. Il ne m'a jamais accusé de rien. Il m'a gardé en vie jusqu'à aujourd'hui. C'est un véritable miracle. Je lui adresse ici l'expression de toute ma reconnaissance. Never give up. Never give up. N'abandonne jamais. J'ai pu trouver la résilience sur 66 années pour rester en vie et aider plein de jeunes qui sont passés par où je suis passé. Des milliers de jeunes ont été aidés. J'ai fait des émissions de radio, de télévision. J'ai écrit 10 bouquins et le 11e est en cours d'écriture sur la perversion narcissique. Vous le lisez, je ne le dis pas oralement. Je ne cherche pas à faire du prosélytisme et de la propagande, mais la vérité doit être sue. Nous sommes dans un État laïque, ce qui ne veut pas dire que nous devons taire notre foi. Non, nous devons rester discrets et rester très tolérants par rapport à ceux qui n'ont pas la foi. Je le suis, mais je me dois tout de même de dire que là où les hommes ont failli, lui n'a pas failli. Merci à toi. Je vous embrasse, j'ai terminé cette vidéo. Je vais enregistrer d'autres vidéos pour parler de quoi? Eh bien, de ce qu'il faut faire quand on est victime de harcèlement. Et, oui, il faut une prise en charge thérapeutique. C'est du sérieux. Je vais continuer à traiter le sujet. Je vous remercie de votre attention, de votre écoute. Merci de m'avoir supporté. Ça a été difficile pour moi de tourner cette vidéo, vous comprenez pourquoi. Mais je suis heureux d'avoir pu vaincre ces deux grands dans la cour qui ont cherché à me tuer.
à l'avance pour détruire mon avenir. Échec et mat. À bientôt, chers amis.